Cet épisode est sponsorisé par NordVPN, le VPN qui monte malgré le silence des médias. Et oui, retrouvez plus d'informations en fin d'épisode sur nordvpn.com/notabene et un lien de promotion Notabene pour un mois gratuit dans la description. Bonne vidéo. Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur quelques trucs bien what the fuck de l'histoire. Alors pour ceux qui comprennent pas l'anglais, pas de panique, ça veut dire grosso modo, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment c'est possible? Tiens, par exemple, au hasard d'une discussion sur Twitter, sur le fait que je pouvais plus marcher dans mon jardin pieds nus parce que j'avais une invasion de chardons, vous savez, ces petites plantes très joueuses et piquantes, j'ai appris l'origine supposée et légendaire du fait que le chardon soit la plante officielle de l'Écosse. Pendant les invasions vikings, il y a des Écossais qui dormaient pépère, les vikings se mettent pieds nus pour progresser sans bruit vers eux et les défoncer, quand soudain un des fiers barbus marche sur un chardon et hurle de douleur, réveillant les Écossais qui contre-attaquent et repoussent les envahisseurs. Voilà, c'est comme ça que le chardon est devenu l'emblème d'une nation, ça a strictement aucun sens, comme pas mal de trucs que je vais vous présenter dans cet épisode. Certaines personnes feraient n'importe quoi pour devenir célèbres, et parfois les choses vont un petit peu trop loin. Je parle pas des youtubeurs de Secret Story ou des ch'tis à Mykonos, parce que là aussi ça va parfois un petit peu trop loin, c'est pas le sujet. Non, moi j'aimerais vous présenter quelqu'un d'un peu plus old school, un gars qui s'appelle Érostrate. Né au IVe siècle avant notre ère à Éphèse, une ville grecque située sur la côte méditerranéenne de l'actuelle Turquie, il s'agissait probablement d'un esclave ou d'un étranger que rien ne prédestinait à passer à la postérité. Et pourtant, à Éphèse se trouvait à l'époque un temple dédié à Artémis, qui faisait la fierté de la ville. Considéré comme l'une des 7 merveilles du monde, il a été érigé autour de 550 avant notre ère. Et même si ses ruines ont été découvertes au XIXe siècle, on ne possède pas de description fiable de ce bâtiment qui attirait les curieux de tout le monde antique. La principale source sur le sujet, Pline l'Ancien, qui a vécu au 1er siècle, donne en effet une description confuse du temple qui contredit d'autres écrits, notamment ceux de Vitruve et Philon de Byzance. Et on a bien failli n'avoir aucune trace archéologique ou écrite de cette merveille, à cause de qui? De ce fameux Érostrate en l'occurrence. En effet, le 21 juillet 356, toujours avant notre ère, un incendie se déclare et anéantit complètement le bâtiment. Une véritable catastrophe, le Notre-Dame de l'époque pour les Grecs, quoi. Seulement, le brasier n'est pas accidentel. Capturé, Érostrate avoue avoir mis le feu au temple pour devenir célèbre. Ouais, le mec a réduit en cendres une des 7 merveilles du monde, juste pour qu'on se souvienne de lui. Voilà. Et en même temps que je parle, je me dis que implicitement je valide un peu son raisonnement. Enfin bon, s'il vous plaît, n'allez pas cramer un truc pour qu'on se souvienne de vous, c'est vraiment nul, et en plus il y a vraiment des trucs plus constructifs à faire. Légèrement énervé, les instances judiciaires d'Éphèse le condamnent en tout cas à mort, ce qui est plutôt logique pour l'époque. Mais en plus de ça, ils interdisent également que son nom soit mentionné. Comme ça, pas de célébrité posthume. Mais, petite boulette, un dénommé Théopompe, historien qui n'a jamais foutu les pieds à Éphèse et qui donc se moque un petit peu des interdits de la cité, balance le nom du pyromane dans un de ses textes. Et voilà, c'est comme ça qu'Érostrate est devenu à jamais célèbre. Quant au temple, il est reconstruit à grands frais et selon les plans de l'original une dizaine d'années plus tard. Et il est resté debout jusqu'au 5e siècle avant d'être détruit par une horde anonyme sous l'impulsion d'un évêque. Eh ouais. Dommage. Martin Luther King, Nelson Mandela, le Dalai Lama, tout ce beau monde a en commun d'avoir reçu le prix Nobel de la paix. Une récompense prestigieuse, créée en 1901 par testament par Alfred Nobel, qui voulait se faire pardonner d'avoir inventé la dynamite. Faut dire qu'il en avait un peu gros sur la patate, car d'après la légende, sa nécrologie aurait été publiée par erreur dans un journal français, l'Idiotie quotidienne, alors qu'il était toujours bien vivant. Le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Il s'agissait en fait de son frère qui était mort et le journal aurait fait tout simplement la confusion. C'est clair qu'en voyant ça, ça peut faire réfléchir sur ce que tu laisses aux générations futures. Enfin, si la légende est vraie, ce dont on peut douter parce qu'on n'a aucune trace de ce journal et qu'il pourrait très bien s'agir d'une belle histoire pour justifier une création, disons, un peu romantique du Nobel. Il n'empêche que par testament, donc, Alfred Nobel décide d'utiliser sa fortune pour récompenser les avancées dans les domaines de la chimie, physique, physiologie ou médecine, littérature et enfin la paix ou la diplomatie. Concernant ce dernier prix, il est voué à récompenser, je cite,
la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix. Beau programme donc, hein. Au fil des années, on a cependant pu constater quelques ratés. Par exemple, en 1973, le Nobel de la paix est attribué conjointement à Henry Kissinger et à Lee Duc-tho, respectivement chef des diplomaties américaines et nord-vietnamiennes, pour la ratification des accords de Paris destinés à mettre fin à la guerre du Vietnam. Ce qui fit un peu râler les pacifistes, 20 ans de guerre et hop, on vous donne un prix Nobel pour avoir daigné arrêter. Plus récemment, Aung San Suu Kyi, vous me pardonnerez pour l'accent, qui a reçu le prix en 1991 pour sa lutte non violente pour la démocratie en Birmanie, et qui a fait grincer quelques dents pour son absence de condamnation du nettoyage ethnique dont sont victimes dans son pays, les Rohingyas. Surtout qu'elle exerce de facto la fonction de chef d'État birman. Bref. Mais l'ouverture des archives révèle encore plus de bizarreries. Il faut savoir que, si les lauréats sont connus, les nominations sont gardées secrètes pendant 50 ans par la Fondation Nobel. Et en plus de ça, le processus de nomination est très ouvert. Peuvent proposer un candidat les membres d'assemblées ou de gouvernements nationaux, les membres de la Cour de justice internationale de La Haye, les anciens lauréats, les professeurs d'université en histoire, sciences sociales, droit, philosophie, théologie, et les membres de quelques autres organisations internationales. Et il est franchement amusant de voir que Hitler, Staline et Mussolini ont été tous les trois nominés. Hitler fut proposé comme candidat en 1939 par un certain Erik Gottfried Christian Brandt, député suédois à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Un nazi convaincu, ce monsieur Brandt, pensez-vous. Eh ben en fait, pas du tout, bien au contraire. Antifasciste, sa nomination d'Hitler était une forme de protestation contre la nomination de Neville Chamberlain comme Premier ministre du Royaume-Uni et sa participation aux accords de Munich. Il a d'ailleurs annulé la dite nomination une semaine après l'avoir déposée, en commentant qu'il ne pensait pas que quiconque le prendrait au sérieux. Bon, si on y réfléchit un petit peu, même pas trop, c'était quand même pas très malin. Mussolini, quant à lui, a été mis en avant par un certain Gilbert Gidel, un juriste français, en 1935. Et ça, alors que le conflit italio-éthiopien grondait. Pas forcément surprenant quand on sait que Gidel a activement participé au régime de Vichy quelques années plus tard. A noter que certains homologues allemands ont eux aussi poussé de leur côté pour la nomination de Mussolini, sans succès, heureusement. Staline, enfin, a eu le droit à 2 nominations. La première en 1945, par un universitaire norvégien du nom de Halvdan Koht, en même temps qu'un certain nombre de chefs d'État et diplomates alliés. La seconde, en 1948, par Vladislav Rigueur, un universitaire tchèque. Et là, sans aucune raison valable annoncée. Heureusement pour la crédibilité du Nobel de la paix, aucun de ces 3 bonhommes n'a jamais été lauréat du prix, parce que vraiment, ça aurait fait tâche. L'idée de mourir, elle est pas franchement rassurante, je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais la perspective d'être, par erreur, enterré vivant, je pense que c'est plus effrayant encore. Et ça s'appelle la taphophobie, à pas confondre avec la peur de taffer, et l'Europe, elle en a vu une véritable épidémie apparaître à partir du XVIIIe siècle. Il faut dire que jusqu'au début du XXe siècle, pour vérifier si un type était bien mort, on se contentait de chercher le pouls et de placer un miroir devant sa bouche pour voir si de la buée apparaissait à cause de la respiration. Et vu qu'un cadavre ça se décompose et que c'est pas super hygiénique, on se dépêchait de mettre le défunt en terre. Alors certes, il arrivait dans de très rares cas que le mort ne soit pas vraiment mort, mais plutôt par exemple plongé dans le coma. Mais ces très rares cas sont rapportés dans les journaux en plein essor à partir du 19e siècle. Et du coup, tout le monde panique. En 1804, le code Napoléon impose un délai de 24 heures entre le constat de décès et l'enterrement. C'est un premier pas, mais le grand public continue de craindre une mise en bière prématurée. Certaines personnes vont même explicitement demander, dans leur dernière volonté, de s'assurer qu'elle soit bien morte en les tuant. Le compositeur Frédéric Chopin, par exemple, laisse une lettre avec pour instruction d'ouvrir son corps pour ne pas être enterré vif. Un autre compositeur, Jules Massenet, souhaite pour sa part qu'on lui tranche la carotide. Un poil plus cocasse, un riche notable lègue par testament sa fortune à la commune de Bar-le-Duc, mais pour ça, il y a une condition. La nécessité de laisser son corps reposer 1 mois dans une chapelle éclairée avec les clés à l'intérieur. Petit problème, ces instructions sont découvertes après son enterrement, et du coup, on déterre le corps 6 jours plus tard pour le laisser reposer 1 mois dans la chapelle avant d'être réenterré. Outre ces moyens extrêmes, des hommes avisés envisagent des solutions plus pratiques. Un certain Monestier, par exemple, rédige en 1788 un mémoire sur le danger d'être enterré vif et sur les moyens de s'en garantir ou de s'en tirer.
Il préconise dans celui-ci d'équiper les cercueils de fenêtres, de ne pas enterrer intégralement les cercueils afin que la lumière puisse y pénétrer, de laisser à la disposition du mort des vivres et surtout un cordon permettant d'activer une clochette, indiquant que le défunt ne l'est pas encore. Les employés de cimetière auraient également la charge de jeter régulièrement un coup d'œil par les fenêtres jusqu'à constater la décomposition, après quoi on pouvait finir d'enterrer le cercueil. Plutôt malin, hein. Les innovations vont se succéder au cours du 19e siècle, ajoutant un tuyau permettant l'arrivée d'air frais ou même proposant un mécanisme permettant de soulever le couvercle de l'intérieur. Mais malgré le nombre important de plans et autres brevets déposés, il semble que ces cercueils sécurisés n'aient que très rarement été utilisés, et l'on ne connaît pas de cas où ceux-ci auraient évité une inhumation prématurée. La mode passe à partir du XXe siècle où les progrès de la médecine augmentent radicalement les garanties de la véracité des constats des décès. Et pourtant, on observe parfois un retour de cette mode des cercueils sécurisés, comme un cercueil électrique en 1955, ou carrément un cercueil à éjection en 1981, propulsant le corps en dehors au moindre mouvement. Comme un pilote d'avion. Et puisque l'on parle d'enterrés vivants, une découverte archéologique récente sur le site de Pompéi jette la lumière sur les derniers instants d'un homme assez malchanceux. Au 1er siècle, Pompéi est une ville prospère et sans histoire, située dans la baie de l'actuelle Naples, au bord d'une mer poissonneuse et de terres fertiles. Pourtant, vers 60, un tremblement de terre détruit une partie des bâtiments de la ville. Une autre secousse, vers 70, décide bon nombre des habitants de quitter les lieux, les trouvant trop dangereux. Leurs habitations sont rachetées à bas coût, et une flopée de nouveaux venus s'installe. Avec du recul, ils auraient quand même peut-être dû se méfier. Car l'éruption du Vésuve en 79 détruit Pompéi et sa voisine Herculanum, figeant dans les cendres volcaniques les cadavres et les bâtiments qui restent aujourd'hui remarquablement préservés. On estime à 3000 le total des victimes de l'éruption. En général, quand les habitants d'une ville déménagent parce que le coin est dangereux, c'est plutôt une mauvaise idée de prendre leur place, maintenant vous le saurez. Parmi les victimes se trouve un homme, anonyme, dont le corps a été retrouvé avec un montant de porte à la place de la tête. Déduction logique, c'est la chute de ce bloc de pierre massif qui est responsable du passage de vie à trépas de l'infortuné. Se manger une porte lors d'une éruption volcanique, je sais pas vous, mais je pense que c'est vraiment pas de chance. Sauf que des fouilles récentes ont permis de retrouver la tête intacte dans un tunnel en contrebas. Et après analyse, il semble que la cause de la mort ne soit pas un choc crânien massif dû à la porte, mais surtout une jambe capricieuse. Et ouais, le scénario le plus probable, c'est que l'inconnu boitait et donc n'a pas pu courir assez vite pour échapper à la nuée ardente qui s'est abattue sur la ville, contrairement à une bonne partie de ses concitoyens, qui en fait n'ont pas réussi à s'échapper non plus, donc bon, ça changeait pas grand chose, voilà. L'éruption est aussi responsable de la mort d'un illustre auteur antique, Pline l'Ancien, auteur d'une énorme encyclopédie intitulée Histoire naturelle. Commandant d'une flotte située près de Pompéi au moment de l'éruption, Pline décide, en bon érudit, d'aller observer de plus près le phénomène et fait jeter l'ancre à Stabi, à quelques kilomètres de Pompéi. Mais une fois à terre, le vent venant du large empêche son navire de s'éloigner des côtes. Bloqué, le petit groupe qui l'accompagne essaye d'échapper aux fragments de roches éjectés par le Vésuve. Au milieu de ce chaos, Pline trouve la mort et son cadavre est retrouvé le lendemain, intact. Son neveu, Pline le Jeune, écrit que, selon lui, le passage d'un nuage de gaz aurait été fatal à son oncle aux poumons fragiles. Selon une autre hypothèse, Pline l'Ancien, d'une corpulence certaine, aurait plutôt succombé à une crise cardiaque, vu qu'aucun de ses compagnons ne semble avoir été incommodé par quelconque gaz. Voilà. Quoi qu'il en soit, sa mort nous enseigne une leçon fondamentale. Aller voir de plus près une éruption volcanique, c'est vraiment une très mauvaise idée. Au Moyen-Âge, malheur aux animaux coupables de crimes. Ceux-ci risquaient fort de passer en jugement. Eh oui, les procès d'animaux sont en effet assez courants. Le plus ancien cas recensé en France date de 1226. Parmi les cas les plus célèbres, on trouve celui de la truie anthropophage de Falaise, en Normandie. En 1386, une truie qui déambulait dans les rues de la ville, comme le voulait la coutume à l'époque, renverse par mégarde un nourrisson et entreprend de lui manger les bras et le visage. L'animal est alors arrêté et au terme d'un procès de 9 jours est condamné à être pendu, puis brûlé. Détail final, la truie est habillée en femme pour son exécution, et l'on demande aux paysans des alentours d'emmener leurs cochons assister à l'application de la sentence afin de leur faire passer l'envie de goûter à la chair humaine. Autre affaire cocasse, en 1596, une armada de dauphins envahit le port de Marseille. Le cardinal d'Avignon ordonne à l'évêque de Cavaillon d'exorciser les dauphins et de leur ordonner de regagner la plage. La légende veut que les dauphins soient repartis penauds.
Au-delà du ridicule apparent de la procédure, les procès d'animaux révèlent surtout le rapport aux animaux et principalement la fonction de l'Église dans celui-ci. En effet, les procès d'animaux étaient la plupart du temps pris en charge par les tribunaux ecclésiastiques. Le christianisme, force structurante de la société à l'époque quand même, est partisan de la doctrine qui veut que les animaux, au même titre que les humains, fassent partie du royaume de Dieu. Par conséquent, rien de plus logique que de juger les animaux au même titre que les hommes. Eh oui. Mais il faut également comprendre que ces procès ressemblaient bien souvent à des procès pour sorcellerie. En témoignent par exemple les différents cas d'excommunication d'insectes qui ravageaient les récoltes, ou encore le cas des sangsues excommuniés par l'évêque de Lausanne pour meurtre de poissons. Les procès et excommunications d'animaux, en tout cas, se poursuivent jusqu'au XVIIIe siècle environ, période où ils déclinent petit à petit. Et là, on pourrait se dire que c'est l'influence des Lumières qui a peut-être poussé l'Église catholique à se recentrer sur l'être humain et par conséquent à cesser de considérer l'animal comme doué de conscience. En somme, on pourrait presque dire que la condition animale et la conscience de cette condition étaient un peu plus développées il y a 500 ans qu'aujourd'hui. Voilà, ce qui fait un peu mal, faut bien le reconnaître. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode très léger et rieur, parce que ça fait aussi du bien de pas se prendre un peu trop au sérieux. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram où je partage des photos de moi beau gosse, sur Twitter où je partage de l'histoire mais pas que, et sur Facebook où pour le coup on relaye beaucoup d'articles et d'actualités sur l'histoire. Un seul nom de compte pour les 3 réseaux, Nota Bene Movies. Comme je le disais en début d'émission, cet épisode est sponsorisé par NordVPN, partenaire de l'émission depuis de nombreux mois maintenant. Merci à eux de permettre à l'équipe de s'étoffer et aux émissions d'être produites. NordVPN, c'est un service qui vous permet de chiffrer vos données en ligne pour protéger votre connexion et vos données. Typiquement, si vous utilisez des réseaux peer-to-peer, c'est pratique pour ne pas exposer son adresse IP. Ça permet aussi d'avoir accès à des sites ou à des contenus qui ne sont pas visibles dans votre pays parce qu'il peut toujours y avoir des restrictions locales pour plein de raisons. Avec un seul compte, vous pouvez protéger votre PC ou Mac, mais aussi vos téléphones Android et iOS, ce qui est plutôt cool étant donné qu'à travers ce partenariat, NordVPN vous propose une réduction de 75% si vous vous engagez pendant 3 ans avec eux, ce qui ramène l'abonnement à 2,99$ par mois. Et comme toujours, 30 jours d'essai de votre côté pour tester, et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander un remboursement. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur nordvpn.com/notabene pour profiter de cette offre, et si vous rentrez le code notabene sur le site NordVPN, vous avez même le droit à un mois gratuit en plus. Je vous remets les infos en description dans tous les cas. Sur ce petit moment de pub, je vous laisse, je vous fais à tous des bisous barbus, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Nota Bene. Salut.